La Belgique retourne aux urnes ce 25 mai 2014. Il était donc intéressant de se pencher sur les institutions de ce pays qui sont complexes, vraiment très complexes, vous allez le voir, et tenter de comprendre quels sont les enjeux de ces élections. La Belgique est au cœur de l'Europe. Elle partage ses frontières avec les Pays-Bas, l'Allemagne, la France et le Luxembourg. Le pays possède un accès de 73 km sur la mer du Nord et fait 30 500 km², ce qui, avec un peu plus de 11 millions d'habitants, en fait l'un des pays les plus densément peuplés d'Europe. La capitale est Bruxelles, tout à la fois capitale de l'Union européenne, d'un pays qui est une monarchie constitutionnelle, d'un État fédéral, et avec répartition des pouvoirs entre trois entités autonomes, cet État fédéral, les communautés et les régions. Alors comment est-ce que ça marche? Eh bien, ce n'est pas vraiment simple. Le roi a un rôle symbolique et non fonctionnel. L'État fédéral est compétent pour les affaires étrangères, la défense, la justice, les finances, la sécurité sociale. Le pouvoir législatif est exercé par le Parlement fédéral et le pouvoir exécutif est confié au gouvernement fédéral. Maintenant, les communautés correspondent à un découpage linguistique basé sur les trois langues officielles, le néerlandais, le français et l'allemand. La communauté flamande est compétente dans la région linguistique néerlandaise et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. La communauté française est compétente dans la région linguistique française et dans la région bilingue de Bruxelles-Capitale. Elle se désigne aujourd'hui sous le nom de Fédération Wallonie-Bruxelles. Et la communauté germanophone est compétente pour la région linguistique germanophone. Et ces communautés sont compétentes pour la langue, l'éducation, la culture, le secteur audiovisuel. Maintenant, les régions, également au nombre de trois. Le territoire de la région flamande correspond à la région linguistique néerlandaise. Le territoire de la région wallonne correspond aux régions linguistiques françaises et germanophones. Le territoire de la région de Bruxelles-Capitale correspond à la région bilingue de Bruxelles. Ces régions, elles, sont compétentes pour l'économie, l'emploi, l'énergie, les travaux publics, les logements, l'aménagement du territoire et les transports. De plus, il faut savoir que les régions et les communautés ont leur propre parlement et leur propre gouvernement. Le parlement de la communauté germanophone est à Eupen et ceux des communautés françaises et flamandes sont à Bruxelles. Et pour les régions, le parlement wallon est à Namur, tandis que le parlement de la région flamande, qui a fusionné avec le parlement de la communauté flamande, et le parlement de la région de Bruxelles sont à Bruxelles. Et enfin, Bruxelles abrite aussi le Parlement fédéral. Vous n'avez sans doute rien compris, eh bien c'est normal, ce n'est pas vraiment simple. Mais pourquoi alors vous donner toutes ces précisions? Eh bien pour vous faire mesurer que la Belgique est un casse-tête institutionnel avec 6 gouvernements différents et plus de 50 ministres. Et les élections du 25 mai 2014 portent sur ces trois niveaux. Seront élus les parlementaires fédéraux, communautaires et régionaux. Penchons-nous un moment sur la ville de Bruxelles. Wallon comme flamand y attachent une grande importance, car elle est à la fois le siège du Parlement fédéral, du Parlement de la région et de la communauté flamande, et du Parlement de la communauté française et du Parlement de la région bruxelloise. Et la ville abrite aussi certaines institutions européennes, même si cela ne concerne pas directement les citoyens belges. Alors remontons un petit peu dans le passé quand cet État n'existait pas encore. Du 1er siècle avant Jésus-Christ au 4e siècle après Jésus-Christ, le territoire de la Belgique fait partie de l'Empire romain, comme on peut le voir sur cette carte du 3e siècle, et la langue utilisée est alors le latin populaire. À partir du 4e siècle, un peuple germanique, les Francs saliens, traverse le Rhin et s'installe entre l'Escaut et la Meuse. Ce seront les ancêtres des Flamands et ils seront à l'origine des dialectes flamands. C'est donc à partir de cette période qu'il y a une opposition entre une langue romane au sud et une langue germanique au nord. Le territoire belge passera ensuite au fil des siècles sous diverses influences, mais qui ne modifieront pas la répartition des langues. Et entre 1794 et 1815, le territoire de ce qui deviendra la Belgique est englobé dans la France pré- et post-napoléonienne,
est divisé alors en 9 départements. 4 néerlandophones, qui formeront la Flandre, un bilingue, celui de Diehl, et 4 francophones, qui formeront plus tard la Wallonie. En 1815, après le congrès de Vienne qui restaure le pouvoir des monarques en Europe, le territoire belge passe sous souveraineté néerlandaise. Mais pour une courte durée. Les Néerlandais sont protestants, Flamands et Wallons sont catholiques, et donc ils vont s'unir contre les Néerlandais, ce qui donne naissance, en 1830, à une Belgique indépendante dont voici la carte. Le français devient alors la langue officielle par opposition au pouvoir néerlandais voisin, et parce que c'est alors la langue de la bourgeoisie. Et pourtant, dans la jeune monarchie belge, les Flamands sont plus nombreux que les Wallons, sans compter Bruxelles. Mais le suffrage censitaire, pratiqué entre 1831 et 1893, permet à la bourgeoisie francophone de garder la main sur les institutions politiques malgré l'infériorité démographique des Wallons. En 1898, soit près de 70 ans après l'indépendance, une loi d'égalité linguistique est votée et le néerlandais est enfin utilisé par l'administration publique. Il faudra attendre les années 1930 pour la néerlandisation de l'enseignement. Les Flamands proposeront alors l'instauration d'un bilinguisme national, mais les francophones estimeront que c'est une concession trop importante et voteront pour une loi instaurant l'unilinguisme régional dans l'enseignement, c'est-à-dire français en Wallonie et néerlandais en Flandre. Les administrations et ministères d'État sont alors divisés en 2 sections, néerlandaises et françaises. Le fossé entre wallons et flamands se creusera dans les années 60 avec la fixation officielle de la frontière linguistique et lorsque les Flamands expulsèrent la section francophone de l'université de Louvain, Leuven en néerlandais, lors du célèbre Wallenbuiten, les Wallons dehors, et une nouvelle université pour les francophones sera alors construite à Louvain-la-Neuve. À ce clivage linguistique entre wallons et flamands va aussi s'ajouter un clivage économique. Au XIXe siècle, la Wallonie est le moteur économique du pays. Ses minerais font du pays le second producteur mondial de charbon derrière le Royaume-Uni, le 4e producteur mondial d'acier entre 1790 et 1860. Songez que la Belgique est alors la 2e puissance industrielle au monde après le Royaume-Uni. La Flandre, essentiellement agricole, tire profit de ce développement économique car de nombreuses infrastructures vont être construites pour transporter et exporter les minerais. Citons par exemple, entre la Meuse et l'Escaut, via la Nette, la construction de nombreux canaux, ou bien celle du canal Albert, entre les ports de Liège et d'Anvers. Le port d'Anvers va alors devenir une plaque tournante pour les exportations de minerais. Mais la fin des activités d'extraction en Wallonie, dès les années 50, va mettre plus de 100 000 mineurs au chômage en 30 ans. Au même moment, la Flandre, avec pour moteur le port d'Anvers, bénéficie d'un afflux d'investissements belges et étrangers, et ces derniers augmentent avec la création de la Communauté économique européenne en 1957. Et à partir de 1966, le PIB par habitant de la Flandre dépasse celui de la Wallonie. Comparons la Wallonie et la Flandre d'aujourd'hui sans prendre en compte la région bruxelloise. 57% de la population vit en Flandre et 32% en Wallonie. La production de richesse est de 58% du PIB en Flandre et de 23% en Wallonie. Le taux de chômage est de 5,5% en Flandre et de 11,2% en Wallonie. Eh bien, on le voit, la Flandre se porte beaucoup mieux économiquement que la Wallonie. Eh bien, c'est la raison pour laquelle certains partis flamands remettent en question le système fédéral des allocations de chômage ou du financement des soins de santé. Car au vu du déséquilibre économique actuel entre les régions, les Flamands financent une part plus importante de ces dépenses que les Wallons. Eh bien, le parti nationaliste flamand, N-VA, emmené par Bart de Wever, réclame même une Flandre indépendante. Ce parti populiste est passé de 3% des voix en 2003 à 17% en 2010. Et donc il faudra suivre attentivement son score lors des élections du 25 mai,
car cela conditionnera en partie la formation d'un futur gouvernement en Belgique. Et un bon score de la NVA rendra difficile de ne pas faire appel à ce parti pour former un gouvernement. Alors le vrai ressort de cette fragmentation est-il culturel, identitaire, historique, institutionnel? Est-ce économique, c'est-à-dire une question d'argent? Est-ce plus simplement et plus bêtement le résultat du populisme qui se développe partout en Europe, en Hongrie, aux Pays-Bas, en Autriche? Les partis nationalistes catalans en Espagne sont de plus en plus écoutés. Demain, peut-être que l'Écosse voudra quitter la souveraineté du Royaume-Uni. En fait, ce nationalisme flamand est une menace pour l'unité de la Belgique, mais plus largement, c'est également un danger pour la philosophie de la construction de l'Union européenne. Alors, dernière chose, comme ces institutions belges, vous l'avez vu, sont vraiment très compliquées, c'est l'occasion pour vous de revoir cette émission en allant sur Arte plus 7. Cet accès est gratuit pendant une semaine. Sur l'avenir de ce pays, vous pouvez lire utilement la revue Politique étrangère qui, en 2013, consacre tout un dossier sur les États d'Europe peuvent-ils éclater, avec un article sur la Belgique, Stop ou encore, qui aborde les divers scénarios possibles pour le pays, l'éclatement, le fédéralisme ou le confédéralisme.